Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à un kit pour un DAC. Un kit qui est basé sur le SS, le S9018, qui est a priori, selon les datasheets, le DAC le plus performant du marché actuellement. On va regarder un peu ce kit qu'on peut trouver sur eBay, sur d'autres sources chinoises. Et en fait, ce kit va nous servir de point de référence pour étudier et fabriquer un DAC à partir de cette puce-là, en essayant de pousser le principe jusqu'au maximum de qualité qu'on pourra obtenir avec des moyens, disons, accessibles. Donc, c'est un kit donc il faut vraiment faire de A à Z. Alors, il existe tout monté, il existe sous la forme tout monté avec boîtier, tout monté avec des circuits nus et les composants à part, etc. Alors, j'ai profité de ce kit que j'ai acheté démonté de toutes pièces pour faire quelques épisodes sur, déjà, aujourd'hui, décrire ce kit, ce qu'il contient, les problèmes qu'il y a sur des pièces qui pourraient manquer, sur la qualité des composants qui sont fournis, surtout tout ce qui tourne autour du kit en lui-même. On fera probablement peut-être deux épisodes sur le montage d'un kit en général, en utilisant ce kit comme support d'explication. Et probablement on fera un dernier volet sur, on va mesurer ce genre de montage et on va déjà simplement aborder les problèmes que pose ce type de montage lorsqu'on veut mesurer vraiment les performances. Parce qu'on se situe à des niveaux où, de toute façon, c'est pas la peine de compter, mesurer quoi que ce soit avec un simple oscilloscope, même avec un audio précision directement. Les niveaux de distorsion et les niveaux de bruit sont tels, si on a bien travaillé, que de toute façon, on est obligé d'utiliser des techniques particulières, des artifices, pour pouvoir réussir à extraire réellement les défauts inhérents à ce style de montage, plutôt que de mesurer en fait des trucs extérieurs qui n'ont absolument rien à voir. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à ce kit. Alors ce kit, ça c'est le circuit imprimé qui est fourni avec. Et en fait il n'est pas fourni qu'avec ça. J'en ai acheté deux, donc j'ai 4 canaux, 2 kits stéréo. Le kit est fourni dans la version où j'ai acheté, il est fourni avec tous les composants, excepté le DAC et les ampli-op de sortie. Le DAC est fourni à part. Et on peut en acheter autant qu'on veut, on n'est pas obligé d'en acheter uniquement pour le kit. C'est là où j'ai pu trouver ces ESS, donc le S9018 le moins cher possible, à 56 $, frais de port inclus, ce qui est pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver soit en échantillon, soit en achat direct comme ça. Il contient tout sauf le DAC et les ampli-op. Donc le DAC est à acheter à part. Alors, le kit complet sans le DAC coûte à peu près 54 €. Avec tout, circuit imprimé, il faut rajouter donc 56 $ de DAC en lui-même, ce qui fait à peu près 45 €. Et éventuellement des ampli-op supplémentaires. Alors, bon, on verra ce qui est possible de mettre. Mais disons que bon, d'une manière globale, il faut en plus rajouter un boîtier et un transformateur. Bon, les transformateurs sont facilement trouvables, hein, on les trouve partout, c'est un type de Aircore qu'on trouve de manière universelle. Il est disponible en France, en Chine ou tout ce qu'on veut. Donc ça coûte vraiment pas très cher, c'est peut-être 15-20 €. Un boîtier qui ressemble un peu au style de boîtier de l'AK4396 qu'on a vu dans les épisodes d'avant. Après on peut le monter où on veut, mais disons c'est quand même un kit nu et bon, on va l'étudier comme ça. Il faudra juste rajouter quelques petits trucs autour. Non. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, dans les sachets on va dire, et quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on a vraiment pour ce prix-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que c'est de la merde à la chinoise ou est-ce que finalement c'est pas si merdique que ça. On va regarder ça. Bon, alors voilà le tas de trucs qu'on reçoit quand on commande ce genre de kit. Alors là il y en a deux, hein, donc ça fait quand même du monde. Bon, ça a pris, je pense, une quinzaine de jours pour arriver. Hein, il n'y a pas eu spécialement de problème. Il y a un numéro de suivi qui est fourni. Donc, bon, à ce niveau-là, bon, ça a été reçu, vite et bien. Tout est emballé. Alors, j'ai déballé tout ça pour les mettre dans des boîtes pour séparer un peu tout ça. Bon, tout, on reçoit dans des sachets comme ça. Il y a 2 sachets il y a un sachet par DAC, donc 2 sachets plus des suppléments autour. Alors étonnamment, j'ai reçu à part un sachet en plus de condensateur qui manquait, mais bon, en gros, on a tout ce qu'il faut a priori. Alors, la première chose, sur les circuits imprimés. Alors, ils sont
a priori d'excellente facture. Hein, c'est une sérigraphie qui est complète, a priori, enfin 99% complète. Donc c'est du doré, probablement en electroless gold plating, ce qui est très confortable quand il s'agit de souder à la main des choses comme ça, et c'est en plus ça fait classe, hein, tant qu'à faire autant faire bien. Donc les circuits sont assez bien faits, le routage est plutôt cohérent, hein, quand on a un peu l'habitude surtout de ce genre de truc, on voit tout de suite si ça a été routé correctement ou pas. Et surtout ce DAC là, il y a plein de gens qui sont tentés à essayer de router leur propre truc, et dans les 9 dixièmes des cas, ils font les erreurs de débutants très classiques, qu'on voit tout de suite lorsqu'on regarde simplement tout ce qui concerne le découplage de la puce. Ici c'est fait, je pense c'est pompé quand même relativement proche de ce que ESS fournit dans leur platine d'évaluation, mais déjà ils utilisent du CMS, et non pas du trou du traversant. Le CMS a des selfs parasites qui sont beaucoup plus faibles que les versions à fil, donc il est préférable d'avoir du CMS pour faire du découplage, et c'est assez proche de la puce, et ça c'est indispensable, surtout qu'on travaille quand même avec des hautes fréquences. Ici le quartz fourni est à 100 MHz, donc quand on veut utiliser du SPDIF à 192 kHz, il faut un quartz d'au moins 75 MHz. Donc on commence à avoir de la HF, et si on fait pas gaffe, on peut avoir des trucs corrompus. Et bon, il y a quand même des choses à respecter. Alors, grand classique qu'on voit, c'est je mets la puce et je fous les condensateurs ici ou là pour faire joli, bien aligné. En fait, ce genre de truc, c'est très difficile de faire à la fois joli et qui marche. En général, les contraintes de positionnement font que ça fait un peu vrac, mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est pas trop mal, ça ressemble à ce que ESS fournit. Pourtant, j'ai déjà vu ce truc-là critiqué, mais bon, tout ce qui est analogique après peut sortir ici, c'est pas trop un problème. Mais ce qui compte, c'est vraiment que la puce soit bien découplée tout autour pour avoir un maximum de stabilité et un minimum de bruit et de problèmes à ce niveau-là. Alors, ce circuit, bon, c'est vraiment un tout en un, tout est inclus, les alimentations, la partie, on va dire, digitale, on y reviendra après, donc la puce en elle-même, avec tout son système autour. Ici, tout ce qui gère les entrées, c'est SPDIF et coax et optique. Alors il y a les deux, hein, ils fournissent un récepteur optique et une entrée coax, et ici on a un circuit comparateur, un comparateur qui permet de redresser et mettre des flancs super propres pour attaquer la puce. Donc il y a quand même un système de mise en forme des signaux. Ici on a une option qui n'est pas fournie dans ce kit là, mais qu'on peut mettre, c'est une option USB. Donc on a le port USB qui est fourni, mais il y a une petite carte FIC qu'il faut mettre dessus, qui permet le décodage et évidemment de convertir l'USB en un format PCM standard. Ici c'est toute la partie analogique. Alors ils ont respecté à la lettre près le schéma du constructeur, hein, à 3 ampli-op. Donc ici il y a 2 ampli-op stéréo et un ampli-op mono utilisé, hein. Alors ici c'est noté 797, donc ici a priori il faut mettre des AD 797. Ici, vu les performances de ce style de puce, ici il faut vraiment mettre des ampli-op à la hauteur. Sinon c'est eux qui vont vraiment limiter les performances globales. Donc ça, et on a les sorties directement ici en analogique. Donc, tout est fourni, hein, toutes les prises on va regarder. Et ici on a toute la partie alimentation qui est fournie. Toutes les puces, tous les régulateurs, il y en a une sacrée tripotée, hein. Tous les régulateurs, dont certains sont fournis avec leur radiateur, contrairement à l'autre kit. Des condensateurs de toutes sortes, on va voir ça, et même le redressement qui est fourni ici. Alors là, ils ont carrément, ils ont bien aimé mettre des diodes et des capas tout en parallèle pour en mettre toute une tripotée comme ça. Donc là, ils ont évité de... Alors je sais pas si c'est marketing ou si c'est vraiment un intérêt, mais ils ont bon, les diodes sont découplées par des petites capas. Ça mange pas de pain, hein, c'est toujours vaut mieux en mettre plutôt que ne pas en mettre. Donc bon, quand même une petite attention aux détails, petite sérigraphie dorée ici, hein. Donc c'est la qualité globale quand on regarde le microscope, les trous sont assez bien centrés. Une seule critique, c'est au niveau de la puce,
Ce qui va pas faciliter la soudure de ça, c'est que les pads des pads sont un peu étroits par rapport à ce qu'ils devraient être. Alors soit ça a été gravé un peu trop longtemps, donc c'est un peu trop bouffé les trucs, soit ça a été conçu un peu juste. En fait, les pads de la puce sont plus larges que les pads, ce qui est dommage parce qu'on voudrait bien quand même... Alors, d'un côté, ça peut faciliter la soudure en évitant de mettre des ponts entre les pattes parce qu'ils sont plus écartés que la normale, mais de l'autre côté, la surface de contact est plus réduite et ça peut poser un peu plus de problèmes. Bon, après on verra comment ça se passe en pratique, mais bon, ici, la sérigraphie est un petit peu juste par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais sinon, tout le reste est nickel, hein, tout le reste est de très bonne qualité, très bonne facture. Le routage ne mène pas vraiment de critiques. Toutes les parties analogiques ont leur plan de masse qui sont mis de chaque côté. Ici, le plan de masse qui va bien au niveau de la zone qui a un intérêt. Bon, après, en étudiant le système, on voit que la masse analogique et numérique est bien reliée en un point. Alors, je ne sais plus où il est, mais il traîne quelque part. C'est quand même... ça suit les recommandations du constructeur. Il y a une belle séparation de toutes les zones sans chevauchement. C'est propre, efficace et ça n'aspire pas spécialement de critiques. Hein, après, c'est vraiment de l'optimisation si on veut aller un peu plus loin. Donc, déjà une très bonne surprise au niveau des circuits. Hein, et le fait qu'il soit doré facilitera vraiment la soudure et le fait d'avoir des composants qui seront bien à plat plutôt que des circuits qui sont étamés. Dans ce cas-là, il y a une épaisseur sur les pads qui rend le truc plus délicat. Souder des puces comme ça sur des trucs étamés, c'est plus difficile parce qu'il y a toujours une surépaisseur d'étain qui déboule. Donc ça, c'est l'idéal pour faire ça. Alors, c'est pas un kit facile. Parce que les trous traversants, ok, ça va, mais cette zone-là est plus difficile à faire. Le CMS, c'est un peu chiant, faut être patient et faut faire gaffe, faut avoir un peu l'habitude, se faire un peu la main avant. Hein, surtout pour souder ces choses-là. C'est pas spécialement difficile, mais il y a des pièges et il faut faire vraiment gaffe pour éviter de faire une catastrophe là-dedans. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de support pour mettre la puce après coup. Donc, cette zone-là est plus délicate, c'est pas un kit pour débutants. Hein. Voilà, donc là il y a les deux circuits. Alors, on va regarder un peu les composants qui sont fournis. Alors, je les ai un peu triés, condensateur, résistance, les trucs divers, tout ce qui est semi-conducteur, bon, et tous les trucs CMS. Alors, il y a un sachet à part. On va commencer par ça. Alors, la puce, le SS... peut être utilisé soit d'une manière automatique, c'est-à-dire la puce, quand on l'allume, se met dans un état où il est capable de détecter automatiquement une entrée SPDIF à une de ses entrées. Ça les permet d'être utilisés en mode indépendant sans nécessité de microcontrôleur qui pourrait le piloter. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler ici le mode hardware, qui permet d'être utilisé sans aucune contrainte de microcontrôleur ou de logiciel ou de firmware qui viendrait le piloter. Alors ici, on peut switcher entre une attaque en software, donc avec un microcontrôleur, ou une attaque automatique hardware, et il y a un petit pont ici qui permet de faire. Donc le mode hardware, en fait, simplement l'entrée est mise directement sur le SPDIF plutôt que d'être utilisé comme horloge pour une attaque par un microcontrôleur. Donc le circuit peut fonctionner tout seul, comme ça, mais il est fourni avec, en fait, des suppléments. Alors, c'est un afficheur. C'est un simple afficheur. Ici. Alors, il y a toutes les nappes et tout pour ça. Un petit afficheur LCD, tout bête, hein, avec une double carte. Avec un microcontrôleur. Alors, ici, c'est un petit Atmel vraiment standard. Et en fait, ce truc-là permet de piloter directement le SS en mode software, si on utilise cette partie-là. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, quelles sont les fonctionnalités qu'il offre. Parce que, bon, il y a l'afficheur, mais il y a aussi une petite plaque à assembler avec 3 boutons, hein, et puis un petit connecteur. Je n'ai aucune idée des fonctionnalités disponibles dans ce truc, mais alors absolument aucune. Donc ça va être la surprise, ça tombe, c'est écrit en chinois et c'est incompréhensible, et là on n'est pas dans la merde parce que le firmware est
Il n'y a aucun source, il n'y a que dalle. Et en plus, j'ai pas de programmateur Atmel. J'ai jamais développé en Atmel. J'ai toujours fait du microchip. Mais bon, ce serait un peu embêtant si c'était écrit en anglais. Bon, je ne pense pas, mais je n'ai aucune idée des fonctionnalités de ce truc. Néanmoins, ça pilote l'ESS en mode software. Bon, si c'est trop chiant, de toute façon, sur le ponter en mode hardware, et puis ce sera automatique, et bon. Mais le mode software permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Bon, disons que dans le projet de DAC, au-delà de celui-là, ce sera de toute façon piloté en mode software, parce qu'il y a des choses qu'on voudrait faire, qu'on ne peut pas faire normalement. Alors, mis ça à part, qu'est-ce qui est fourni dans la boîte? Alors la première chose qu'il faut acheter à part, ce sont les puces. Les puces ne sont pas fournies, donc j'en ai acheté 4 parce que je vais m'en servir après pour faire les protos sur les autres montages qu'on va étudier, qu'on va créer. Donc ce sont des puces, alors c'est comme d'habitude, hein, c'est des puces, c'est chiant quoi, c'est du CMS, donc c'est des puces 64 broches, comme ça. Alors, ESS, malheureusement, je ne comprends toujours pas pourquoi ils distribuent leurs puces de cette manière. Personne ne les distribue, à part certaines personnes. Il y en a un par pays. En France, c'est Ismosys qui les fournit. Par pays, il y a un distributeur exclusif où c'est la croix et la bannière pour obtenir un exemplaire. Elles sont hors de prix. Hein, et ESS ne diffuse pas leurs puces d'une manière conventionnelle. Et ça, c'est chiant. C'est super chiant. C'est même encore pire. C'est que les datasheets, on doit les demander. Et même certains datasheets, comme les ADC, nécessitent de signer un certificat de confidentialité sur leur fonctionnement. Alors ça, je ne comprends pas, parce que c'est plutôt un frein à la diffusion de ces puces-là, alors qu'en fait, franchement, elles plaisent à beaucoup de gens. Ce sont les meilleurs DAC du monde, a priori, sur le papier. Donc franchement, je vois pas pourquoi ils ont un système de diffusion aussi merdique et aussi contraignant que celui-là. Donc bon, et c'est des puces vachement chères quand on les achète à l'unité. Je doute que Oppo, dans leur Blu-ray, lecteur Blu-ray, à mon avis, ils les payent pas 50 $ la pièce. Mais quand il s'agit d'échantillons ou à l'unité, c'est hors de prix. Et les prix sont très variables. Alors quand on l'achète en France chez Ismosys, attention à la douille. Parce que si on va pas pleurer chez eux, c'est 75 € de frais de port, hein, pour une puce, hein, ou 2, ou 3, ou 1000, c'est pareil. Bon, on pleure un peu, on arrive à avoir 20 € de frais de port pour 4 puces. Bon, c'est bien gentil, mais franchement, ils abusent un peu, quoi. Hein, j'aimerais bien que ce soit disponible chez DigiKey ou des gens comme ça, ce serait vachement plus pratique. Bon. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, bon, ça a acheté à part. Maintenant, ça, c'est tout ce qui est fourni dans le kit, dans les sachets. Alors, en commençant par l'alimentation, déjà, les signes qui permettent de voir si vraiment on va se retrouver avec des trucs merdiques ou pas, c'est qu'est-ce qu'ils mettent comme condensateur. Alors, franchement, c'est pas mal du tout. Ici sont des LNA, alors LNA, for audio, machin. Ce sont des capas de forte valeur, hein, 8200 micros, 35 volts, donc il y en a 4, bon, 2 par kit. Ça déjà, ça coûte assez cher comme puce, donc faut bien voir qu'un kit c'est 50 € à peu près, 54 €, quelque chose comme ça. Déjà, il y a 2 capas. Ça fait quelques euros, déjà ça n'a pas un coût négligeable dans le kit ça. Déjà là, il ne lésine pas. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce qui est petit condensateur autour. Parce que dans ces montages-là, le découplage, il y en a partout. Que ce soit en analogique, en numérique, tout ça, du découplage. Il y a du CMS pour tout ce qui est puce, mais il y a plein de découplages partout. Les alimentations, il y en a tout un paquet. Et il y a énormément de petits condensateurs de découplage de toutes sortes. Alors ce qui est fourni, essentiellement, ce que j'ai en grosse quantité, c'est du Silmic 2. Donc c'est pareil, c'est des trucs bon, assez audiophiles, hein. C'est toujours de chez Elna. Mais c'est quand même des trucs de plutôt haut de gamme. Hein. C'est pas du chinois sans marque qui coûte 1 centime. C'est que du Elna. Déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises. À côté, il y a d'autres types de condensateurs qui sont plus compacts pour tout ce qui est plus basse tension. Ce sont les trucs mauves qui sont là-dedans. Ce sont des Sanyo, c'est des OSCon. Et ça, ce sont des excellents condensateurs, extrêmement fiables, très compacts. Et pareil, c'est pas donné relativement au reste. Donc, ce sont des bons composants qui sont mis.
Ici, j'ai quelques Seraphine que j'ai moi, que je vais mettre parce que, bon, c'est juste parce qu'il y avait entre les deux kits pas les mêmes types de condensateurs. Alors, pour des raisons de symétrie, j'ai remis ça pour avoir la même chose des deux côtés. Mais il y a le compte, hein, il manque pas de condensateur spécialement. Simplement, j'ai mis ça pour, c'est plus par frivolité qu'autre chose. Mais c'est du même genre. Donc, il y a quand même une qualité de composants au niveau des condensateurs qui est tout à fait correct. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire, surtout pour le prix. Ensuite, bon, alors là, il y a beaucoup de condensateurs plastiques comme ça, parce qu'il y a du découplage partout. Ne serait-ce que déjà les diodes. Alors, il y a tout un paquet de 15 nanos. Alors, étonnamment, sur ce kit-là, toutes les capotes 10 nanos sont passées en 15 nanos. Bon, c'est pas bien grave pour ça, mais le problème, c'est qu'il y a des 10 nanos dans le filtrage. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer comme ça des valeurs. Alors ça, c'est le premier problème. C'est que dans le filtrage, les 4 condensateurs de 10 nanos qui sont là sont devenus des 15. Alors ça, malheureusement, on ne peut pas les utiliser. Donc ça, c'est la première erreur qu'il y a là-dessus. Ce kit-là, bon, j'ai discuté avec le gars qui les vend en Chine. Le service après-vente est absolument irréprochable. Donc, je lui ai fait remonter le fait que j'ai quelques erreurs de composants, comme ces 15 nanos-là. Il me demande simplement de monter la plaque et de toutes les erreurs et tout ça, une fois faites, de lui donner la liste des erreurs et il va les rectifier et envoyer ce qui manque. Simplement, c'est un simple distributeur qui achète ces trucs et qui les revend sur eBay. Donc, c'est un intermédiaire. Mais, jusque-là, le service était irréprochable. Alors, on verra après, justement, à propos de ce qui manque au niveau de la sérigraphie et le fait qu'il n'y a absolument aucune documentation. C'est pour ça que je dis que c'est un kit qui n'est pas pour débutants, c'est qu'il n'y a pas de notice. Et là, le problème, c'est qu'il manque des références sur la sérigraphie et il y a des trous. Donc, bon, on en reparlera après. Alors, ce chip-là, lui, utilise un quartz extérieur, contrairement à l'autre DAC. Il utilise ici des quartz de 100 MHz qui sont fournis. Ce sont des petits quartz vraiment tout à fait standards. Hein, 100 MHz, c'est... Bon. En fait, ce sont pas des quartz en soi, ce sont des oscillateurs. Hein, donc, qui sont alimentés, qui fournissent un signal TTL en sortie. C'est pas des quartz en soi. Hein, c'est un système plus compliqué que ça. Donc ça, c'est 100 MHz. Bon, lui, il accepte... si on veut utiliser du SPDIF à 192 kHz, il faut au moins 75 MHz. Mettre 100 MHz, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que plus on va monter en fréquence, plus le niveau de bruit en sortie de la puce tend à monter. Et il faut mieux mettre 80 MHz. Mais, quand on recherche un peu des quartz à 80 MHz, ils sont en général de un peu moins bonne qualité que la version à 100 MHz. Donc, il y a des compromis qui se font et donc il n'y a pas de meilleure solution que 80 ou 100 MHz. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas que le quartz soit un multiple des fréquences qui seraient susceptibles d'être utilisées ici. Parce que le fonctionnement interne de cette puce-là fait que s'il y a une corrélation entre les fréquences de travail du système interne de resampling qui est utilisé avec les quartz, on peut se retrouver avec des artefacts embêtants. Donc, ici, c'est du 100 MHz, d'autres utilisent du 80. Bon, j'ai utilisé ceux qui sont fournis d'office, comme ça. Je mettrai un support histoire de pouvoir les changer. Bon, c'est vraiment pas du bas de gamme, mais c'est la qualité minimale qu'on puisse avoir. Impossible de trouver de la doc là-dessus, évidemment. Bon, ça, c'est le truc, peut-être le point faible du kit. C'est pas ce qu'il y a de mieux qui a été mis au niveau des quartz. Mais à mon avis, bon, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Tout du moins pour le faire fonctionner. Alors après, il y a tout ce qui est semi-conducteur. Alors les semi-conducteurs, il y a du CMS, il y a des petits régulateurs CMS, des comparateurs CMS. Alors ça va être... ça, il faut les souder à la main sous le microscope, hein. Il n'y a pas de secret. Il y a deux petites puces CMS, ici et là, qui sont un comparateur et un régulateur 1V2. Bon, ça, c'est pas encore trop dur à souder. Ce qui va être le plus dur, ça va être vraiment la puce en elle-même. Bon. Les régulateurs qui sont fournis. Alors ici, c'est du Linear Technology. Donc c'est que des circuits a priori des originaux. Hein.
Je pense pas que ce soit défaut. C'est du LM317 un peu partout. Hein. C'est du on-semi au niveau des régulateurs standards. Hein. C'est du on-semi, alors à supposer que ce sont soit des vrais. Bon. Des petits radiateurs. Donc petite attention aux détails. Problème de l'autre DAC où les régulateurs, à mon avis, chauffent un peu trop. Là, il y a des petits régulateurs qui sont fournis. Bon, bah, ça colle bien avec le circuit, non? Hein, bon. Ça mange pas de pain. Donc il y a quand même pas mal de semi-conducteurs fournis. Et ce ne sont pas des trucs inconnus. Ce sont que des marques, a priori. Bon. Rien à dire à ce niveau-là. Il manque rien. Il y a tout. Donc tout va bien. À côté de ça, il y a tout le fratras en CMS. Donc les résistances dans le petit ruban là. Ici, il y a deux capas de 10 micros céramiques qui sont ici pour le découplage. Donc c'est pas donné hein, ces trucs-là. Il y a des céramiques, il y a des selfs aussi qui vont ici. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du rab. Souvent, il y a une valeur, une résistance qu'il faut mettre sur le truc à une valeur. Et systématiquement, il y en a deux. Il y en a aucun qui n'est mis qu'à un seul exemplaire. Il y a toujours un peu de rab sur les trucs. Donc ça, c'est une petite un petit détail qui fait que finalement, si on a perdu un CMS parce qu'il a volé au bout de la planète, bon, on a quand même une deuxième chance. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, tout ce qui est composants standards, alors il reste, au niveau des condensateurs, il y a toute une série qui est fournie. Alors, c'est ces fameux condensateurs orange. Alors, je ne pense pas que je vais utiliser ceux-ci, parce qu'ils ont une résistance série qui est absolument déplorable. Faut voir l'épisode sur l'électrochimique précédent. Donc, ça, je vais mettre autre chose à la place. Les autres sont, bon, bah voilà, quoi, bon, c'est des trucs, du condensateur allemand, bon... En fait, le circuit a suffisamment de place pour pouvoir mettre ce qu'on veut, à la limite. Hein. Alors, les valeurs, ça colle pas. Bon, 2200, ouais, ça colle ici. Alors ici, il y a ce qui est noté 100 ou 220 micros, mais en fait, ce qui est fourni, c'est du 1000. 1000 micros 16 volts. Alors, ça, je suis pas trop fan parce que les régulateurs, c'est des régulateurs qui sont calés sur, a priori, 15 volts pour alimenter les amplis. Là, on est à la limite. Hein. S'il y a un des trucs qui pourrait faire une défaillance, bon ça pourrait sauter. Hein. Bon après bon il y a le reste qui sautera de toute façon. Donc. Mais bon, je préférerais ne pas mettre 1000 micros, mettre moins, parce que en sortie de régulateur, c'est pas forcément conseillé de mettre des grosses valeurs comme ça, mais mettre des tensions un peu supérieures histoire d'être plus tranquille. Je mettrais plus 20 volts ou 25 volts en 470 micros. Je pense que je vais peut-être échanger aussi cela. Bon, mais quoi qu'il en soit. Même si je suis plutôt dubitatif sur la qualité de ces condensateurs-là, ce sont des condensateurs, disons, de marque qui sont reconnus. C'est pas des trucs de merde. Malheureusement, ils sont très très surestimés. Mais ils coûtent quand même. Hein. C'est pas des trucs qui coûtent pas cher. Non. On peut pas reprocher au gars de mettre ça dans son kit parce que ce sont quand même des composants de marque réputée. Hein. Ce ne sont pas des merdes sans nom qui sont totalement... sont faites à la tonne pour pas cher. Donc, bon. Ça, après, c'est plutôt une mauvaise surprise de découvrir que ces trucs-là ne sont pas d'excellente qualité. Ou alors, ce sont des faux. Mais bon. Bon. On va laisser le bénéfice du doute. Alors, il reste ici toutes les résistances. Alors, c'est que de la couche métal. Hein, les résistances couche métal. Alors, un seul problème ici, c'est que il y a, sur le filtre, une résistance de 140 ohms, ce qui n'est pas une valeur très courante, en tout cas pas dans la série E24, et elles ont été mises en 150 dans le kit. Bon, pas sûr que ça aurait un impact considérable, mais bon, j'aurais préféré que ce soit la valeur réelle. Alors je mettrai la valeur réelle à la place, et le reste, c'est tout ce qui est diode. Bon, c'est des belles diodes, hein, sont un peu un peu grosses même, je dirais. C'est peut-être un peu over the top, mais bon, il y en a, hein, il y en a plein. Après, il y a toute la quincaillerie. Alors, tous les connecteurs pour mettre les fils sont fournis. Donc, on ne soude pas les fils dessus pour câbler. Il n'y a que des trucs comme ça. C'est plus industriel comme style de démarche. Donc, le récepteur optique qui est fourni. La prise USB qui est fournie, même si l'option USB n'est pas fournie, on peut l'acheter à part. En plus, à contact doré. Bon. Les supports pour les ampliopes. Moi, je ne les mettrai pas spécialement parce que je ne vais pas faire d'expérimentation sur ces trucs-là. Mais
les supports sont d'excellente qualité. Ils sont entièrement dorés partout, en contact, pas tulipe, quoi, pas les contacts de merde habituels. Ce sont vraiment des très bons contacts entièrement dorés. Je suis plutôt étonné qu'ils mettent ça. C'est plutôt une bonne surprise. Alors, quelques LED, évidemment. Un interrupteur pour, je crois, switcher entre USB et autre chose, je crois. Je crois que c'est un truc qui permet de switcher ouais, entre entrée USB ou entrée optique ou un truc du genre. C'est pour switcher une des entrées, je crois, de tête. Vu qu'il n'y a pas de dock, je suis obligé de le deviner. Voilà. Donc voilà, ben, c'est à peu près tout ce qui est fourni hein, avec ça. Globalement, il y a peu d'erreurs. Si, il y a une erreur que j'ai oubliée, c'est qu'il manque des condensateurs de 100 picofarad ici, qui sont fournis en tant que condensateur mica-argent. Donc, il va me les envoyer, hein, c'est un oubli. Mais c'est la seule chose qui manque vraiment. Le reste, il y a tout. Il y a juste quelques composants qui ont des valeurs qui ne correspondent pas, comme les 10 nanos ici qui passent en 15 et les résistances de 140 ohms qui passent en 150. Ainsi que, bon, moins grave, des résistances de 20 ohms qui passent en 22 ohms. Bon, ça, on peut les changer à la limite. Je pense pas que ça posera plus de problèmes que ça. C'est pour le filtrage haute fréquence de la partie analogique. Bon, faudrait le simuler pour voir si ça pose vraiment un problème ou pas. Donc voilà. Voilà ce que contient ce genre de kit. C'est plutôt pas mal. Mis à part les erreurs, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas qu'il y ait des erreurs, c'est le service après-vente quand il y a des erreurs. J'ai déjà eu des erreurs chez Selectronic par exemple, donc je veux dire ça peut arriver à tout le monde. On peut pas juger sur un cas comme ça. Donc moi ce qui m'intéresse le plus, c'est quand il y a une erreur, comment le vendeur réagit. Celui-là, bon, il réagit immédiatement et il résout les problèmes tout de suite. Alors mon problème principal, c'était que sur la sérigraphie, il manque des références. Il manque une référence ici. Tous les composants là, il n'y en a quasiment aucun qui sont référenciés. Donc, j'ai demandé une doc ou un schéma. Et le mec n'avait rien de ça. Eh bien, en fait, il a été demandé, je ne sais pas où, et il a réussi à me récupérer le PDF du schéma du truc. Alors que c'est disponible nulle part. Et il s'est quand même fait chier à faire ça. Et donc, il m'a envoyé immédiatement le schéma. Et j'ai pu retrouver en fait ce qui manquait, et par déduction on retrouve le truc. Et on voit comment en fait ils ont appliqué le schéma du constructeur. Ils ont pas pris de risque, ils ont fait les choses comme elles devraient être. Donc quelque part, il y a quand même du boulot d'ingénierie correct là-dedans, c'est pas de la merde comme on pourrait le croire. Alors c'est pour ça que moi ça m'intéresse d'utiliser ça comme référence de départ pour essayer de voir si on peut faire une implémentation de ce DAC encore plus abouti, encore plus poussé, où là, le but qu'on se met, c'est que les limites soient inhérentes à la puce et non pas à tout ce qui est autour. Et se mettre dans des conditions où on a le moins de choses qui vont interférer sur la qualité globale du truc. Alors c'est un exercice de style extrêmement difficile parce que là, ça aborde énormément de domaines. Essentiellement, tout ce qui est bruit, intégrité de signal, etc. Implantation, routage et toutes ces choses qui peuvent jouer vraiment fondamentalement dès qu'on atteint un certain seuil de qualité. Et là, ça nous permettra de faire pas mal d'épisodes sur ces techniques de travail.